Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maître Florence Boucher-Cossette. Elle est avocate, avocate de la défense en droit, elle fait du droit criminel. À CKIA, on avait déjà parlé à Maître Boucher-Cossette dans le cadre d'un reportage qu'on avait fait sur la clinique Droiticité dans Saint-Roch ici, qui offre de l'information à des gens plus vulnérables qui souvent reçoivent des constats d'infraction dans la basse ville pour toutes sortes de comportements, des comportements de rue, disons. Et on a approché Maître Boucher-Cossette pour savoir si ça l'intéressait de venir nous voir sur une base régulière pour approfondir chaque fois des sujets en lien justement avec la judiciarisation de comportements comme ça auxquels on assiste beaucoup dans la basse ville à Québec, mais dont on se dit, coudonc, ça vaut-tu vraiment une contravention de faire ça, de prendre 2 places sur un banc de parc ou de flâner devant la bibliothèque? Et elle se spécialise dans ces questions-là. Bonjour, Florence. Bonjour. Florence, d'abord, j'ai dit que vous étiez avocate de la défense. Expliquez-nous un peu, vous travaillez à votre compte, hein, c'est ça? Vous avez une pratique à vous? Oui, c'est exact. Je suis avocate de la défense en matière criminelle et pénale. Donc, je travaille à mon bureau, à mon compte. Et ce sont les clients qui viennent me voir, qui font affaire directement avec moi. Votre clientèle, c'est de la grosse criminalité? La petite criminalité, ça ressemble à quoi? Ou un peu des deux? J'ai le goût de dire qu'il n'y a pas de petite criminalité. Mais pour chaque personne, c'est un dossier très important. Donc, il n'y a pas de petits droits, il n'y a pas de petite criminalité. Mais c'est vrai que je présente plus des gens qui ont peut-être plus des délits en lien avec le fait qu'ils soient marginalisés, qu'ils soient un peu désaffiliés, peut-être des fois en lien avec la consommation ou la santé mentale, étant donné que je collabore avec les organismes communautaires de la Basse-Ville. Notamment Droiticité. Exactement. J'ai dit que Droiticité, sa mission, c'était de donner de l'info justement sur ces sujets-là. C'est à peu près ça, c'est ça? Oui, ouais. Exact. Ils ont un travail d'accompagnement aussi avec ces personnes-là. Donc il n'y a pas des services juridiques? Non, absolument pas. C'est vraiment de l'accompagnement et de l'aide là, au niveau des démarches que les gens pourraient avoir à faire. Bon. C'est un sujet... Vous êtes très... vous devenez très... Enfin, très impliqué émotivement, j'oserais dire, dans certains de ces dossiers-là qui impliquent des populations de Saint-Roch. Quand il a été question, je pense que c'est l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est Le Soleil qui avait fait un article sur ces gens-là qui allaient à l'Interzone, donc un centre d'injection spécialisé dans Saint-Roch, supervisé. On leur donnait du matériel d'injection propre, sécuritaire. Il sortait de l'interzone, puis pas longtemps après, il se faisait arrêter par les policiers, puis il se faisait remettre un constat d'infraction parce qu'il y avait du matériel d'injection. Ce dossier-là vous a beaucoup interpellé. Oui, tout à fait. C'est certain que quand on dit réponse émotionnelle, c'est peut-être une réponse au niveau du sens de la justice qui était vraiment touché. Mais en effet, là, dans le fond, l'interzone, vous le savez sûrement, les gens peuvent se procurer du matériel d'injection de consommation propre, donc qui va pas transmettre des maladies comme le sida, l'hépatite, etc. Donc c'est vraiment, on pourrait aller jusqu'à dire une question de vie ou de mort en fait là pour que les gens ne s'infectent pas avec des maladies comme ça. Et c'est entre autres financé par la ville cet endroit-là, donc les gens peuvent aller chercher le matériel. Et moi j'ai un client là qui par la suite a une altercation avec les agents là du SPVQ et il a reçu un constat d'infraction là, pour avoir possédé du matériel de consommation. Donc, on lui a saisi ses 2 seringues propres emballées et on lui a remis ce constat d'infraction-là. Alors, qui s'élevait à combien? Et tous les constats d'infraction là, s'élèvent avec les frais à 226 $. C'est fou, c'est énorme pour une personne en plus qui est désorganisée comme ça. Pour quelqu'un qui reçoit peut-être l'aide de dernier recours, là, qui est environ 800 $ par mois. Donc, c'est fou. C'est 25% de son chèque. Donc, c'est des sujets comme ça dont on va parler ensemble à chacune de vos visites. Puis vous avez décidé aujourd'hui de commencer avec le début, avec la base, puis de nous parler du constat d'infraction. C'est quoi un constat d'infraction? Bien, exactement. J'ai pensé que pour que tout le monde, là, tous les citoyens, les auditeurs puissent comprendre, on pourrait juste d'abord décortiquer c'est quoi un constat d'infraction, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis il faut comprendre que des constats, ça s'adresse à tout le monde en fait. Là. Des constats, on en reçoit entre autres en vertu du Code de la sécurité routière, donc des stops, des lumières, c'est des constats d'infraction. Donc je peux débuter avec ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Là. D'abord, c'est quoi un constat d'infraction? Il y en a plusieurs qui le savent déjà. C'est pas criminel. Hein. Un constat d'infraction, c'est une poursuite provinciale pour une infraction qui vient d'une loi ou d'un règlement provincial. Donc, il n'y a rien de criminel relié à ça. Il n'y a pas de conséquences comme un casier criminel, la règle générale. Il n'y a pas d'autres peines qu'on va recevoir que la peine qui est prévue dans la loi. Donc, généralement, c'est une sanction financière. Et quand c'est au cas de la sécurité routière, ça va être des points d'inaptitude.
Donc, ce constat-là, par exemple, on a le cas de la sécurité routière, mais on a aussi des choses comme la loi sur le tabac, les règlements sur le cannabis, la loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, il y en a tout plein. Et aussi le règlement sur la paix et le bonheur de la Ville de Québec. C'est le règlement dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un constat d'infraction? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut le contester. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer à la fin du constat d'infraction si on souhaite plaider coupable ou non coupable à ce constat d'infraction-là. La plupart des constats d'infraction, évidemment, les gens plaident coupable. Il faut savoir que si on fait rien, on va être déclaré coupable. Et si on paye le constat, ça vaut comme un plaidoyer de culpabilité. Donc, si on veut contester, si on veut faire un procès, il faut vraiment envoyer la réponse non coupable à la fin de son constat d'infraction. Une fois que ça s'est fait, on reçoit une date d'audition, un avis d'audition à la Cour. Cet avis d'audition-là va nous donner une date à laquelle on va avoir le droit de se présenter et on va avoir une audience devant un juge de... là, je vais parler beaucoup de la Ville de Québec parce que si on a une contestation pour un règlement de la Ville de Québec ou le cas de la sécurité routière, ça va se faire à la Cour municipale de la Ville de Québec, parfois au palais de justice, mais on va y aller avec la Cour municipale pour que ce soit plus facile. Donc, quand on a cet avis d'audition-là, on se présente à la cour et c'est le jour de l'audience. Comment ça se passe un procès? Ça aussi, c'est utile à tout le monde. Je me rends compte dans ma pratique que c'est bien méconnu là, comment ça se produit un procès. Donc, on se présente à sa date de cour et il y a un certain ordre dans lequel le procès va se dérouler. Donc, c'est toujours à la poursuite de faire sa preuve en premier. La poursuite, c'est qui? C'est la Ville de Québec. Si je suis poursuivie, avec un constat d'infraction au cas de la sécurité routière, ça va être la Ville de Québec. Règlement sur la paix et le bonheur de Ville de Québec. Si j'ai des infractions sur la loi sur le tabac, ça va peut-être être Revenu Québec ou Revenu Canada, etc. Donc, ça va être plusieurs types de poursuivants, mais on va y aller avec Ville de Québec aujourd'hui. Donc, c'est la Ville qui va commencer sa preuve. Sa preuve, elle peut être constituée du constat d'infraction avec ou sans autres témoins. Un des mythes qui existe beaucoup au sein de la population, c'est de penser que si le policier qui nous a émis le constat d'infraction ne se présente pas à la cour, on va être automatiquement acquitté. Ça, c'est faux. En fait, le policier peut témoigner par le biais de son constat d'infraction. Donc, une fois que le constat d'infraction est déposé, la poursuite, elle peut avoir terminé sa preuve. Ensuite, ça va... je peux-tu vous arrêter un moment? Parce que j'en ai eu, moi, un constat d'infraction récemment pour une affaire de stationnement que j'ai décidé de contester parce que il y avait rien, quand j'ai découvert le constat sur mon char, il y avait rien qui me donnait à penser que j'étais dans l'erreur. Oui. Et là... il y a une chose que je n'ai pas faite, mais que je pense que j'avais le droit de faire, c'était de demander avant le procès, parce que tout s'est passé comme vous venez de le dire, demander avant le procès qu'on me divulgue la preuve qu'on avait contre moi. Parce qu'il se trouve, et je ne l'ai appris que trop tard, qu'il y avait des photos qui avaient été prises de ma voiture par la personne qui m'a donné le constat et qu'au moment où elle a pris les photos, la Ville avait effectivement installé des panneaux temporaires d'interdiction de stationnement. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Donc, on peut faire ça, si je ne me trompe pas, demander avant le procès. Non seulement on peut le demander, mais la poursuite est obligée de nous donner la divulgation de la preuve, en fait. Donc, tout le monde devrait le savoir. Donc, le fait qu'on ne m'ait pas transmis ces photos-là, souvent, on les transmet... Non, mais c'est une bonne question. Souvent, on les transmet le jour du procès. Donc, c'est sûr que c'est dérangeant de ne pas les avoir avant. Il n'est pas trop tard, donc, pour la Ville, le jour du procès. C'est ça qu'ils ont fait. Okay, mais vous auriez pu demander une remise. Les citoyens peuvent demander une remise. Ils peuvent recevoir la preuve, se dire « Wow, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça dans la preuve. Je vais avoir besoin de temps pour analyser cette preuve-là. » C'est tout à fait possible de demander une remise. Donc, de dire au juge « Monsieur le juge, j'aimerais avoir une nouvelle date de cours pour prendre le temps de regarder la preuve. » Mais oui, c'est un élément extrêmement important. Tout le monde a le droit de consulter la preuve dans son dossier. Donc, tout à fait. Puis la preuve est constituée du constat d'infraction, mais comme dans votre cas, le rapport d'infraction abrégé, donc c'est-à-dire un rapport un peu plus détaillé des événements, parfois des photos, parfois même des vidéos. Ouais. Et ça doit être divulgué à la défense. C'est certain. Donc, c'est ça. Une fois qu'on débute le procès, comme je dis, la poursuite fait sa preuve. Ensuite, on peut produire une défense. Produire une défense, ça veut dire amener peut-être une version contradictoire, amener un élément à la cour pour venir renverser la vapeur, pour venir convaincre le juge qu'on devrait être acquitté. Quand je dis convaincre le juge, je veux plutôt dire soulever un doute dans l'esprit du tribunal. C'est ça le critère à la cour. Donc, c'est à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable qu'on a commis l'infraction. Nous, en tant que défense, on n'a qu'à soulever un doute dans l'esprit du tribunal.
Il n'y a pas de truc, hein. Il y a pas, j'entends souvent aussi dans mes clients ou dans la population, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de signe secret qu'on peut faire là, pour être acquitté. Ça... C'est quoi cette légende-là? Les gens ont souvent des idées là, un peu farfelues, là, que si ils disent certaines choses là, spécifiques à la cour, là, le juge n'aura d'autre choix, là, un peu comme dans un jeu là, de nous acquitter. Alors, c'est pas comme ça que... Non, il n'y a pas de... permettre de nous échapper. Malheureusement. Puis j'en ai pas non plus en tant qu'avocate, hein, je veux juste le dire, j'en ai pas du tout. Il faut vraiment avoir une défense qui est valide en droit et il faut comprendre que le juge, il est obligé d'appliquer la loi. Le juge, il peut pas rendre un jugement de sympathie. C'est pas parce que vous êtes fin, c'est pas parce que vous faites des bons biscuits à mélasse, c'est pas parce que vous êtes un honnête citoyen. Parce que vous avez plus d'argent pour payer l'épicerie. Non, ça c'est moins drôle là, mais malheureusement en effet, ça doit arriver. Exact, le juge il peut pas vous acquitter pour autre chose qu'une raison, en fait une défense valide et admissible en droit. Donc, il faut produire une défense. T'sais, souvent, les gens se disent, ben là, je vais aller expliquer que je fais pitié ou c'est pas de ma faute, etc. Non, il faut produire une défense. Fait que ça, c'est vraiment important. Et une fois qu'on a produit notre défense, on en est aux plaidoiries. Donc, si vous avez produit une défense, vous plaidez en premier. Si vous n'avez pas produit de défense, c'est la poursuite qui plaide en premier et vous pourrez répondre. Donc, on donne nos arguments au juge. Ensuite, c'est la décision, c'est le verdict. Donc, le juge, il va vous dire, est-ce que vous êtes coupable ou est-ce que vous êtes acquitté? En matière pénale, ce qui est particulier, c'est que on n'a pas le juge n'a aucun jeu sur la peine ou presque. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des peines minimales. Donc, dans la loi, dans le code de la sécurité routière, dans le règlement sur la paix et le bon ordre, il y a déjà une peine qui est prévue pour chacune des infractions. Et ça aussi, c'est un mythe dans la population. Entre autres, avec le CSR, là, le code de la sécurité routière, on pense souvent, je vais demander au juge qu'il me donne pas les points. Le juge ne peut pas faire ça. En droit, il ne peut simplement pas le faire. Quand on est trouvé coupable d'une infraction, on a une amende et on a les points qui sont associés. C'est un tout indivisible, comme un atome. Alors, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on demande, chaque infraction a son amende et ses points. C'est pas possible de le diviser. N'importe qui dirait le contraire serait ignorant, je dirais, de la loi. OK? Donc, à partir du moment où on est trouvé coupable, ben la seule chose sur laquelle on a un tout petit peu de jeu, c'est peut-être les frais, mais même à ça dépend. Donc, la peine, elle est vraiment entière, totale. Il n'y a rien qu'on peut y faire. Et ça, c'est différent du criminel. Parce que quand un de mes clients reçoit une peine, par exemple, au criminel, là, j'ai du jeu à plaider. Ben écoutez, mon client reçoit l'aide de dernier recours. Mon client, il y a tel facteur à prendre en considération. Il y a telle réhabilitation qu'il a faite, mais en matière pénale, on a rien de ça. Donc, peu importe l'argent qu'on gagne, 226 $ pour quelqu'un qui serait en situation d'itinérance ou 226 $ pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment pas la même chose. Et le juge, lui, il a aucun jeu là-dessus. Donc, c'est ça qui est un petit peu différent en matière pénale. Donc, on en arrive à la fin du processus. La toute fin après la peine, c'est l'exécution des jugements. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes-là qui sont cumulées? Qu'est-ce qu'on fait avec cette amende-là qui nous a été donnée par le juge? Lui, le juge, il a terminé son rôle, il n'y peut plus rien. On est rendu au stade de la perception. Et c'est là où les choses peuvent se corser et puis exister toutes sortes d'options. C'est le Code de procédure pénale qui nous dit comment on exécute un jugement. En matière de Code de la sécurité routière, c'est plutôt simple. On peut pas aller en détention pour ne pas avoir payé ses amendes. C'est impossible. Mais peu importe la somme qu'on accumule. Non, peu importe. Puis ça nous semble pas scandaleux. Hein? Il y a personne qui dit, mon Dieu, il faudrait absolument qu'on puisse envoyer les gens en prison pour un stop qui n'aurait pas été payé. Ça nous passerait même pas par la tête. Non plus qu'on peut aller en prison pour une dette civile. Jamais on se dit, on devrait envoyer cette personne-là en prison parce qu'elle n'a pas payé son compte Visa. Pourtant, quand on reçoit des amendes en vertu des règlements sur la Ville de Québec, si on ne paie pas nos contraventions, la perception peut être faite par le biais d'une demande d'emprisonnement. Donc, on peut finir par aller en prison parce qu'on n'a pas payé nos amendes qui ont été émises en vertu du règlement sur la paix et le bon ordre. D'autres règlements municipaux aussi, mais entre autres sur le règlement sur la paix et le bon ordre. Et ça a des impacts directs sur la vie des personnes les plus vulnérables parce que la plupart des gens ont les moyens de payer leur constat d'infraction. Ça sera pas un problème où ils vont prendre une entente avec le percepteur des amendes. Mais pour beaucoup de gens, alors que c'est déjà impossible monétairement de se loger ou de se nourrir, quand on cumule des contraventions d'au moins 226 $ et plus, ben là, on peut se retrouver avec l'incarcération. D'accord.
Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que d'abord, puis ce que les gens ignorent souvent, j'imagine, c'est que c'est un vrai procès quand on décide de contester un constat d'infraction. Oui, tout à fait. Mais dans la réalité, ça se passe comment? Est-ce que... parce qu'on peut penser que les juges à la Cour municipale ici à Québec, par exemple, ils prennent pas 2 heures pour un procès lié à une contravention. Il y a tellement de contestations, je présume, que ça doit aller assez rapidement, non? Un peu comme une machine à saucisses. Comment ça se passe en vrai? En vrai, d'abord, il n'y a pas de temps. Statistiquement, là, j'ai pas les chiffres avec moi, mais la grande majorité des constats sont pas contestés. Là. Donc, d'entrée de jeu, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et les juges, ils doivent appliquer la loi. Ils le font bien. Ils prennent le temps. Tout le monde a son temps pour faire le procès. Tout le monde a le temps de se faire entendre. Moi, mon impression, quelqu'un qui fréquente beaucoup la cour municipale, les gens, on les interrompt pas. Là. Les gens, ils ont le temps de faire leur défense, ils ont le temps de dire ce qu'ils veulent. Donc, des fois, oui, ça peut être très long. Là. Sur les rôles, c'est pas beaucoup plus là, que, j'ai le goût de dire, entre 2 et 6 procès par rôle. Là. C'est pas... je veux dire, on prend le temps pour tout le monde, puis des fois, ça peut prendre plus de temps que ça. Si les gens ont besoin d'un interprète, si les gens ont besoin de plus de temps pour un témoin, ont besoin d'une vidéo, de déposer de la preuve comme ça, on va prendre le temps qu'il faut. Est-ce qu'il peut y avoir des frais si on conteste une contravention, mais qu'on est déclaré coupable quand même, puis qu'on doit la payer? Est-ce que des frais supplémentaires peuvent se rajouter à ce qu'on doit déjà en vertu de la contravention? Oui, tout à fait. On est trouvé coupable. On doit payer des frais de procès. C'est des frais qui sont prévus par des règlements. Donc, ça tourne, c'est plus d'une centaine de dollars. Là. Donc, oui, quand même. Ouais. Donc, il faut le savoir. Si on a une contravention de 60-70$, il faut quand même le savoir. Absolument. Ouais. Si on est trouvé coupable, on va se retrouver avec ces frais-là supplémentaires, là, des frais de procès. Oh. Hey, ça va être super intéressant cette chronique-là, je pense. Maître Boucher-Cossette. Puis dans vos prochaines visites, on va se revoir au moins une fois, en tout cas avant l'été. Puis on va pouvoir peut-être approfondir un peu donc ces questions-là, là, des clientèles plus vulnérables ici dans la Basse-Ville, dans ces contextes de contravention à répétition-là. Merci beaucoup d'être passé ce matin, très apprécié. Ça me fait plaisir, j'ai très hâte de revenir.